obligé d'avoir des gens qui ont des capacités physiques un petit peu hors normes et une force morale et mentale qui permet de faire ce boulot-là. Bienvenue au Jeep. Si je mets ma pression ici et que là tout doucement j'amène dans le dos. Par où? Apparemment il y a une prise d'otage en cours. Je ne sais pas plus pour l'instant. Écoutez, moi je suis calme. J'ai la tête, les gars. J'ai la tête. Venez, madame, j'ai votre petit sac à main. Le principe d'un convoi de sécurité, c'est pas une question de vitesse. Le but, c'est de ne pas s'arrêter. C'est sécurisé à l'extérieur, c'est sécurisé à l'intérieur. Le procès peut commencer. Ouais, mais dans un truc comme ça, du journaliste. Il y a une autre équipe de chez nous, GIPN de Nice, qui arrive en renfort. Pourquoi? Il y a des risques. Ouais, il y a des risques. Ouais. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui est ce soir à Marseille, une ville sous haute tension avec une quinzaine de victimes de règlement de compte depuis le début de l'année, une ville sous le feu de l'actualité sur ces questions de sécurité. Nous sommes ici sur le port, ces hommes vont partir en opération ou plutôt en séance d'entraînement en pleine mer. Une séance tout à fait spectaculaire. Il faut savoir qu'ils s'entraînent des heures chaque jour, à la fois pour développer leur capacité physique, mais aussi l'esprit de cohésion. Ces hommes, eh bien, ce sont une vingtaine de personnes, membres du groupe d'intervention de la police nationale à Marseille. Police d'élite en état d'alerte, c'est un document de Manuel Lègre et Daniel Lenné pour Tony Community Production et Enquête exclusive. Marseille, 5 heures du matin dans les quartiers nord. Les policiers du GIPN, le prestigieux groupe d'intervention de la police nationale, se préparent pour une opération très sensible. Le démantèlement d'un réseau salafiste. Un réseau terroriste qui s'apprêterait à commettre un attentat sur le territoire français. Des interpellations sont programmées simultanément à Paris, Strasbourg, Lyon et Toulouse pour neutraliser tout le réseau d'un seul coup. Tu vas me prendre deux, hein? Comme ça. L'opération est dirigée par Nicolas, le chef du GIPN de Marseille depuis 5 ans. Aujourd'hui, sa mission est d'arrêter un des salafistes basé à Toulouse. Le GIPN va intervenir à quelques kilomètres seulement du lieu où Mohamed Merah avait tenu tête aux policiers du raid pendant plus de 2 jours. Ok les gars, vous faites attention à vous. Allez, Sur place, les officiers de la police judiciaire toulousaine sont déjà là. Ce sont eux qui ont localisé le suspect. L'interpellation du terroriste présumé par Nicolas et ses hommes est l'aboutissement d'une enquête de plusieurs mois. Le chef du GIPN de Marseille sait qu'il n'a pas droit à la moindre erreur. On ne sait jamais véritablement sur quoi on va tomber, quelle sera la réaction. C'est toujours un risque. Donc ce qui compte, c'est l'efficacité dans l'ouverture de la porte, la rapidité pour conserver l'effet de surprise. Dans la cité, tous les habitants se connaissent. Les policiers essaient d'être le moins bruyants possible pour éviter que le suspect soit alerté de l'opération. Sur le palier, les hommes du GIPN forment ce qu'ils appellent la colonne d'assaut. Alignés, ils sont mieux positionnés pour rentrer rapidement dans l'appartement. Le terroriste présumé probablement armé se trouverait juste derrière cette porte. Pour éviter qu'il ne s'enfuit ou qu'il n'ouvre le feu sur les policiers, Nicolas et ses hommes doivent réaliser une intervention éclair.
En un instant, le GIPN investit tout l'appartement. Une jeune femme est immédiatement neutralisée. C'est dans une pièce voisine que le salafiste est interpellé. On a l'objectif principal. Pris dans son sommeil, l'homme n'a pas eu le temps de réagir. C'est énorme, monsieur. La rapidité du GIPN a permis d'éviter le pire. Un pistolet automatique était caché sous l'oreiller du suspect. Les enquêteurs découvrent un peu plus loin une autre arme, un fusil d'assaut automatique. Et ce n'est pas fini. Et ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Hein? Eh ben écoute, t'es en garde à vue. Comptez le 6h05 pour trafic de stupes, détention d'armes de première et quatrième catégorie. La prise est conséquente. On a 4,5 kg de résine, une stène et un PA à grenaille. Mais les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Ce carton est rempli de cannabis. Qu'est-ce que c'est? Il y en a beaucoup? 80 kilos. D'après les enquêteurs de la police judiciaire, cette drogue servirait à financer le réseau terroriste. Pour Nicolas, le chef du GIPN, cette saisie de stupéfiants est un joli bonus. On s'y attendait pas forcément, mais on a vu la marchandise, hein, il y en a quand même pas mal. Bon, il y a de grandes chances que tout ça, de manière sous-jacente, ça serve à alimenter les réseaux salafistes, quoi. Alimenter le réseau, ça veut dire acheter des armes, ça coûte cher. C'est à la fois pour rétribuer les ressources humaines, entre guillemets, tout ce qui correspond je dirais, aux hébergements, à l'armement, la propagande, voilà. C'est ce qui permet d'alimenter le réseau, quoi, tout simplement, financièrement, comme une entreprise, hein, grosso modo. Alors écoute, on va savoir si elle a servi. Elle a servi cette stène? Non. Le présumé terroriste reste très évasif sur la provenance des armes. Parce qu'en plus, je vais te dire, si jamais elle a servi cette stène, on va le savoir, nous. Et en fonction de l'endroit où elle a servi, c'est-à-dire qu'elle a tiré cette stène. Ah, peut-être. Si elle a servi à un braquage, un truc comme ça, etc., forcément, nous, on va se dire d'où il était. Selon l'enquête de la police judiciaire, l'arme de poing aurait été utilisée lors d'un homicide volontaire. Quant au trafic de drogue, il aurait bien servi à financer le réseau terroriste. Pour détention illégale d'armes de guerre, assassinat et trafic de stupéfiants en relation avec une organisation terroriste, l'individu risque la réclusion criminelle à perpétuité. C'est bon, on y va. Ces missions à haut risque, les policiers du GIPN de Marseille les vivent au quotidien. Considérés comme l'élite de la police nationale, les GIPN ont été créés il y a plus de 40 ans en réaction à l'assassinat d'athlètes israéliens lors des JO de Munich en 1972. Monsieur, c'est le GIPN! C'est à Marseille qu'est basé le plus ancien, le plus important et le plus actif des GIPN. Une vingtaine de policiers triés sur le volet, formés aux interventions les plus périlleuses. Prise d'otages, interpellation de meurtriers ou de terroristes et protection des prisonniers très sensibles. C'est pas un enfant de cœur, il est accusé d'un triple meurtre. Nous suivrons Nicolas, le chef du GIPN. On s'attend au pire. Mais aussi Cyril, qui occupe un rôle crucial. C'est le négociateur du groupe. Je veux que vous fassiez sortir votre maman. En première ligne lors des prises d'otages, il est le seul lien entre le forcené et les autorités. Pendant plusieurs mois, nous avons filmé au quotidien ces policiers prêts à sacrifier leur vie pour réussir leur mission. Marseille, 14h. Sur le Vieux-Port, c'est la traditionnelle criée. Elle fait le bonheur des touristes, venus également pour admirer les bateaux et la bonne mer. À quelques centaines de mètres, plus au nord, le QG du groupe d'intervention de la police nationale. Nicolas, le chef du GIPN de Marseille, et Richard, spécialiste du cassage de portes, ont troqué leur équipement d'intervention pour des tenues plus discrètes. Allez, c'est parti. Ils se préparent pour un repérage en vue d'une mission très sensible. Dans quelques heures, ils doivent arrêter les grossistes en cannabis les plus importants de Marseille. Des hommes qui écoulent plusieurs tonnes de drogue chaque année. Pour cette opération, on est dans un cadre de trafic de stupéfiants
On sait qu'on va travailler sur un des endroits les plus sensibles de l'agglomération marseillaise, cité en zone de sécurité prioritaire. L'opération est prévue dans les fameux quartiers nord de Marseille, là où ont eu lieu la plupart des assassinats qui ensanglantent la ville, presque chaque semaine. 15 morts par balle depuis le début de l'année dans la cité phocéenne, un record. Essentiellement des règlements de compte entre trafiquants de drogue. Dans quelques heures, Nicolas et Richard vont tenter de frapper au cœur de cette économie souterraine, dans une des zones les plus dangereuses des quartiers nord. La Castellane, une cité tentaculaire, comme le montrent ces images filmées par un hélicoptère de la gendarmerie. La zone est gangrénée par le trafic de drogue et rapporterait près de 50 000 € chaque jour aux têtes de réseau. Un business bien rodé, des guetteurs postés à l'entrée de la Castellane sont prêts à donner l'alerte en cas de descente de police. C'est au cœur de la cité, à l'abri des regards, que les dealers vendent leurs marchandises. Ce jour-là, une quinzaine de clients font la queue pour être servis. D'après les informations des enquêteurs, les chefs de réseau sont installés à quelques pas de la Castellane, dans une zone pavillonnaire, plus tranquille. Vas-y, roule. C'est là, dans l'une de ces maisons des quartiers nord de Marseille, que vivrait la tête de réseau. Un des plus importants trafiquants de drogue de la ville. C'est cette cible prioritaire que le GIPN devra neutraliser demain. C'est bon? Ouais, vas-y. Lors de l'intervention, Richard aura la lourde tâche d'ouvrir la voie à ses collègues en fracturant la porte. Pour plus de discrétion, c'est seul que Richard va repérer la porte du domicile de la tête de réseau. C'est bon. Donc dessus c'est une porte PVC. Donc moi l'ouverture là-dessus c'est simple. On fait cartouche de démo et bélier derrière. Ok. Après vous me dites vous si ça vous va. Moi ça va, parfait. L'opération ne se limitera pas à une seule cible. Planque, filature, écoute, après plusieurs mois d'enquête de la police judiciaire marseillaise, demain ce sont tous les principaux trafiquants de drogue de la Castellane qui doivent être interpellés. « 4 heures du matin, au QG du GIPN. Nicolas donne les dernières consignes à ses hommes. Alors c'est une méga opération, il y a entre 7 et 10 objectifs simultanés. Voilà notre cible, c'est la tête de réseau. On va aller chez les parents. Il n'y a pas d'enfants. On n'a pas parlé de la présence d'enfants en bas âge. Le coup de filet doit permettre de décapiter tout le réseau d'un seul coup. 22 trafiquants sont dans le viseur des policiers. L'intervention est ultra sensible. Les hommes du GIPN de Marseille ne sont pas seuls. D'autres groupes d'intervention ont été réquisitionnés et surtout les policiers du RAID qui supervisent les opérations. Ils sont tous sous les ordres des enquêteurs de la police judiciaire marseillaise. Allez, voilà. Est-ce qu'il y a une appréhension particulière lorsqu'on doit arrêter une tête de réseau? Il n'y a pas plus d'appréhension. On applique les mêmes protocoles tout le temps, donc on ne s'attache pas forcément à ce qu'on nous dit ou autre chose. On s'attend au pire. Voilà. L'important, c'est ça. Allez, c'est parti. « 6 heures du matin, l'opération est lancée. Les policiers du GIPN de Marseille prennent position devant le bâtiment où serait hébergé le suspect. Un des plus importants trafiquants de drogue marseillais. Richard, le spécialiste de l'effraction, se tient prêt. Il attend le signal de Nicolas. La mère du suspect est arrêtée. Le trafiquant de drogue présumé, lui, est menotté dans la pièce juste à côté. Monsieur, vous êtes passé en garde à vue. Qu'est-ce qu'il y a à trouver ici?
T'as compris que le bordel pour rien à tes parents. Franchement, il n'y a rien à chercher. Il y a des sous, il y a des armes. Non, il n'y a rien. T'as pas d'armes là? Non, j'ai pas d'armes. Les enquêteurs de la police judiciaire le traquent depuis plusieurs mois et n'ont aucun doute sur sa culpabilité. Malgré tout, trouver de l'argent ou des armes serait des preuves supplémentaires dans leur dossier. Quelqu'un est sous le lit ou quoi? Mais la police judiciaire ne trouvera ni armes ni drogue chez le suspect. Une berline allemande qui aurait été achetée avec l'argent de la drogue est saisie sur le champ. Partout dans les quartiers nord, d'autres interpellations ont eu lieu au même moment. Tous les individus recherchés ont été arrêtés. Est-ce que vous avez des armes chez vous? Chez l'un des trafiquants, les enquêteurs vont mettre la main sur près d'1,5 million d'euros en petites coupures, cachées dans un banal sac de sport. En tout, 4 armes de poing seront aussi saisies. Dans quelques heures, les membres du réseau seront déférés devant un juge. Ils risquent jusqu'à 15 ans de prison. Aujourd'hui, dans les quartiers nord de Marseille, c'est un des plus gros trafics de drogue du sud de la France qui vient d'être démantelé. 17 h, les policiers du GIPN sont de retour à la base. Exceptionnellement, cet après-midi, c'est repos pour tout le monde. L'heure est à la décompression. On est 2-3 musiciens, donc voilà, on partage un petit peu notre passion sur tout ce qui est la musique. Il y a des guitaristes, il y en a qui s'isolent un petit peu dans leur bureau, qui jouent un peu de guitare. Voilà, il y en a qui jouent un peu à l'ordinateur, il y en a qui se reposent, il y en a qui écoutent de la musique. Voilà, c'est toujours un petit peu le même rituel après des grosses interventions ou des assistances où on passe à autre chose. Cyril, le négociateur, fait partie des anciens et pour lui, le GIPN de Marseille est plus qu'une unité d'élite. C'est une famille. C'est inenvisageable, quelqu'un de solitaire au GIPN? C'est pas compatible. C'est pas compatible. Quelqu'un de solitaire, c'est pas compatible dans un groupe. Non, on est fait pour fonctionner à 24 à Marseille et on est complémentaires les uns des autres. De temps en temps, on fait des sorties ensemble, un coup, on mange ensemble, les familles se connaissent, c'est important pour la cohésion, effectivement. Les hommes du GIPN termineront leur journée sans nouvelle alerte. Mais le lendemain, ils vont affronter une situation d'extrême urgence. La zone d'action du GIPN de Marseille est très vaste. 8 départements du sud de la France. Ouais les gars, alerte, alerte. Le préfet du Gard vient tout juste de demander le renfort du groupe d'intervention de la police nationale. C'est par où? C'est à Lille. Qu'est-ce qui se passe là? Apparemment, il y a une prise d'otage en cours. Je ne sais pas plus pour l'instant. Les informations sont floues, les policiers s'attendent au pire. On prend le maximum de tout ce qu'on peut prendre. Déjà, tout est déjà préconditionné pour ce genre d'intervention, donc on a juste qu'à s'habiller, à prendre notre matériel individuel. L'homme qui est en contact permanent avec le préfet du Gard, c'est Cyril, un des négociateurs du groupe. Apparemment, on aurait un homme qui retiendrait sa femme et son fils, d'après les premiers éléments. La prise d'otage se déroule à plus de 120 km. Le GIPN de Marseille doit arriver au plus vite pour intervenir avant que le forcené ne commette l'irréparable et s'en prenne à son otage. Pour la route, vas-y. Sur le chemin, Cyril récolte un maximum d'informations pour préparer au mieux l'intervention. Oui, bonjour, Cyril, négociateur du GIPN. On a connaissance d'armes à feu ou autres, couteaux. Seul avec la mère, un fusil. Suivi psy, pourquoi exactement? On sait? Suivi psy pour son addiction en fait. Merci.
Donc on a un monsieur qui retient sa mère en otage. Il dit qu'il a un fusil et on ne sait pas pourquoi il a pété les plombs aujourd'hui. Je vais essayer d'en savoir plus. Au téléphone, ça va être difficile. J'essaierai d'en savoir plus avec lui après. Et combien de policiers sont mobilisés pour cette opération? 12 et 15 au maximum. Voilà. Il y a des gens qui vont être dans la colonne d'assaut, chef de crise, moi qui vais négocier, des gens qui vont peut-être, si c'est un immeuble, des gens qui vont être sur les toits, des tireurs à l'extérieur. Voilà. Donc on a des gens positionnés à tous les postes. Avalant le bitume à plus de 170 km/h, les policiers du GIPN ne sont plus qu'à quelques kilomètres du lieu de la prise d'otage. Une équipe de motards attend le GIPN à l'entrée de la ville. Bonjour, on a les véhicules qui arrivent et le camion là, ils sont là. On est bon. On est bon. À quelques minutes de l'arrivée, le silence règne dans la voiture. Alors là, tu vois, on est bon. Pas très loin. L'intervention a lieu dans une des cités les plus chaudes de la région. Et l'une des plus grandes, plus de 3000 HLM. Sur place, la police a déjà bouclé le périmètre. C'est dans cet immeuble, juste derrière cette fenêtre, que le jeune homme retiendrait sa mère en otage. À partir de maintenant, ce sont les policiers du GIPN qui sont maîtres de l'opération. Seuls Cyril et ses hommes ont le droit d'être dans la zone la plus sensible, à proximité de l'immeuble. Les gens qui sont là-bas, là, faudrait les écarter, parce qu'ils sont face à la fenêtre. Lesquels, là ? Les gens qui sont derrière, là-bas. S'il vous plaît, tout le monde peut partir du périmètre de sécurité, s'il vous plaît. Donc les gars, j'ai une autre info. Il serait seul avec sa mère, au conditionnel. Il a dit qu'il avait un fusil et il a dit que le premier qui rentrait, à plusieurs reprises, il a bien précisé que le premier qui rentrait, il lui tirait dessus. Le forcené semble déterminé et prêt à en découdre. Les hommes du GIPN s'équipent en conséquence. Gilets et casques lourds, fusils d'assaut, grenades, un arsenal de guerre. Les deux tireurs. La mise en place du GIPN commence. Première étape, les tireurs se positionnent aux abords du bâtiment. Leur rôle, surveiller les fenêtres. Le chef de crise est parti placer les tireurs. On regarde combien il y a de façades, combien il y a de fenêtres exactement, pour être sûr de bien tout prendre et qu'il n'y ait pas d'erreur de commise. Donc on vérifie tout par nous-mêmes et une fois que les tireurs seront en place, on fera progresser la colonne jusqu'à l'appartement. Si le preneur d'otage ouvre le feu par la fenêtre, les policiers auront pour mission de le neutraliser. Je ferai votre couverture au moment où vous passez en train. Moins de 10 minutes après leur arrivée, les policiers du GIPN de Marseille lancent l'opération. D'après les informations des policiers, le suspect pourrait être armé d'un fusil. Alors le GIPN fixe un bouclier directement sur la porte pour éviter qu'une balle ne la traverse. Tout est en place pour l'assaut. Mais au GIPN, le protocole est clair. Avant d'avoir recours à la force, il faut toujours tenter de désamorcer la crise par la négociation. Ok les gars, on fait une prise tentative de négo à la fois, restez vigilants. Cyril, le négociateur, entre en jeu. La prise de contact est un moment crucial. Il doit réussir à créer un lien avec le preneur d'otage, pour tenter ensuite de l'amener à se rendre. Est-ce que vous m'entendez? Derrière la porte, aucun signe de vie. Mais des bruits étranges. Je m'appelle Cyril, je suis négociateur au groupe d'intervention. J'aimerais savoir comment ça se passe à l'intérieur. Je sais pas s'il m'entend. Cyril est épaulé par Franck, le chef de crise du GIPN.
Sur les ordres de Cyril, le policier le plus proche de la porte se met à découvert pour faire réagir le preneur d'otages. Si vous venez pas parler avec moi, on va être obligé de rentrer dans votre appartement. Écoutez, moi je suis calme. Pour info, négociation en cours. Contact a été pris. Tout ce que je veux, c'est vous parler. Ben moi je te parle pas. Eh ben moi j'ai envie de vous parler. Je rigole plus maintenant, je suis déterminée à condamner. J'ai bien compris que vous rigoliez pas. Arrête pas les couilles, fils de pute. Casse-toi et ton équipe. Essaye de toucher la force là-dessus. Je veux savoir comment va votre maman. La situation est tendue, mais Cyril sait qu'il doit coûte que coûte réussir à créer ce lien si précieux avec le forcené pour obtenir la libération de l'otage. Moi, ce que je veux, c'est trouver une solution pacifique pour que tout le monde sorte indemne de cette situation. Moi, ce matin, je dormais. J'étais tranquille. J'ai jamais vu ça. J'ai une putain de fille, elle m'a fait des problèmes. C'est votre maman qui vous a réveillé? Oui, c'est ça, oui. Je vais la tuer. Et ça vous a énervé qu'elle vous réveille? Les raisons de la prise d'otage sont floues. Cyril doit continuer à récolter des informations. Il y a d'autres policiers qui nous ont parlé d'un fusil. Ils nous ont dit que vous aviez un fusil. Est-ce que c'est vrai? C'est quoi comme fusil? C'est un fusil à pompe? Écoute-moi, je suis déterminée, viens, si tu veux la guerre, viens. Je vais tirer dans ta tête, tu peux. J'ai pas parlé de guerre. Viens, s'il te plaît. Vous êtes en train de mettre des meubles derrière la porte? Tu penses à sa mère qui laisse au moins sortir sa mère. Au moins, pensez à votre maman au moins. Vous parlez. C'est un malentendu tout ça, nique ta mère par toi. Je fais un geste pour vous, on recule. Écoute-moi bien. J'ai quand même laissé sur la détente, moi. Tranquille. Partez. On va partir, je vais m'occuper d'elle. Malgré les efforts de Cyril, au bout d'une heure de négociation, le preneur d'otages ne faiblit pas. Bien au contraire, la situation a empiré. Ok, on a poussé à bout, les gars, faut pas s'arrêter. La négociation a échoué, les hommes du GIPN se préparent pour l'assaut. Un dernier coup d'œil sur le plan de l'appartement et l'offensive est lancée. Les policiers enfoncent la porte à coups de bélier, mais le preneur d'otages a empilé les meubles de l'autre côté de la porte. C'est chaud. Les hommes du GIPN tentent de dégager la voie. Les policiers pénètrent enfin dans l'appartement. J'ai la tête, les gars. J'ai la tête. Individu interpellé. La mère est sous le choc, mais saine et sauve. Venez, madame, j'ai votre petit sac à main. Traumatisée, elle est prise en charge par les pompiers. Romain a été le premier policier à entrer dans l'appartement. C'est sur lui que le ravisseur aurait pu ouvrir le feu. L'intervention dans le cadre d'une prise d'otage peut être vite considérée comme ni plus ni moins qu'un suicide, puisqu'il faut aller sécuriser l'otage quoi qu'il arrive, même si on se fait tirer dessus. Entre guillemets, on fait le choix de se dire peut-être que nous on part au sacrifice pour sauver quelqu'un. Nous, le soulagement ultime, c'est sécuriser l'otage. Et si en plus derrière, chez nous, il n'y a personne de blessé, c'est encore une plus belle inter. L'appartement ressemble à un champ de bataille. L'homme s'était préparé au combat. Les policiers tentent de retrouver l'arme du preneur d'otages. Le forcené a bluffé. Pas de fusil. L'individu aurait en fait menacé sa mère à l'aide de celle-ci.
Pour enlèvement et séquestration, il risque jusqu'à 25 ans de réclusion criminelle. Dans 80% des cas, les prises d'otages se règlent par la négociation. Mais pas cette fois-ci. Cyril est amer. On aurait préféré le sortir en parlant, à la négo. Bon, mais c'était peine perdue, hein. Ça peut pas marcher à tous les coups, hein. Ça c'est sûr. La seule chose qu'il voulait faire, c'était tuer sa mère. Et donc au bout d'un moment, on a décidé de casser la porte et de rentrer. Donc l'otage est sorti sain et sauf et l'individu est interpellé. Voilà, c'est le principal, donc oui, la mission a réussi. Oui. Pas le temps de tergiverser pour Cyril. Dans quelques heures, il doit accueillir un nouveau membre au GIPN de Marseille. À 20 km de la cité phocéenne, un rituel initiatique du GIPN est sur le point de se dérouler. Un rituel qui peut sembler surréaliste. Cyril pointe son arme sur Julien, la toute nouvelle recrue, qui porte un gilet pare-balles. À 10 mètres, Cyril va faire feu sur Julien pour détruire une cible de seulement quelques centimètres, posée sur son torse. On appelle cela le tir de confiance. Bienvenue au GIP. C'est gros. Ça a été? Ouais, ça a été. Julien, il a fini sa formation. Il y a une sorte d'intronisation pour rentrer chez nous. Et c'est une question de confiance. Là, avec un tir comme ça, on lui montre qu'en lui on met notre confiance, mais que lui peut aussi avoir confiance en nous. Voilà. Et c'est pas évident de tirer sur un collègue. Voilà. C'est pas évident de se faire tirer dessus. De retour au QG du GIPN, Julien est accueilli par ses nouveaux collègues. Bon Julien, je te souhaite la bienvenue. C'est Nicolas, le chef, qui l'intronise. Tu as le droit maintenant de porter l'écusson du groupe. Il faudra l'honorer. À toi de nous prouver maintenant que tu es digne de porter cet écusson et que tu seras à la hauteur. L'aventure commence pour toi. Tu as tout à nous prouver. Julien a franchi le rite initiatique. Mais surtout, il a passé avec succès les 6 semaines de sélection drastique. Seuls 1% des candidats sont retenus. Pourtant, avant de partir en intervention, Julien va devoir maîtriser toutes les méthodes du GIPN. Parfaitement, méthodiquement, presque instinctivement. Il va donc devoir encore se perfectionner pendant de longues semaines. Pour être toujours meilleur en intervention, tous les jours, les policiers s'entraînent comme des forcenés. Tels des athlètes de haut niveau, ils répètent inlassablement les mêmes gestes. Jusqu'à les maîtriser à la perfection. Julien, la nouvelle recrue, fait son maximum pour être au niveau. Tu vas comme si tu vas t'asseoir. Tu vas pouvoir te stabiliser. Marche maintenant sur le mec. Marche. Marche. Voilà, super. Voilà, tu vois? Super. Allez, vas-y. Allez, maintenant, pour intégrer le prestigieux groupe d'intervention de la police nationale, Julien a dû faire de nombreux sacrifices. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Ça a été 3 ans de préparation, dont 1 an de gros sacrifices. Même dans la vie de couple, je veux dire, ma femme a été obligée de subir mes entraînements quotidiens. Elle, quand elle était prête à sortir ou à rejoindre des amis, ben, moi j'y étais pas forcément, je préfère aller plutôt me reposer. Le couple peut quelque part en pâtir. Il va falloir le faire, le refaire, que tu te poses plus les questions, qu'est-ce que je mets pas, comment je fais ce nœud, comment je le fais pas, et jusqu'à ce que ça devienne vraiment un automatisme. Ce que les hommes du GIPN pratiquent le plus, ce sont les sports de combat. Boxe, arts martiaux et techniques d'interpellation. Si je mets ma pression ici et que là tout doucement j'emmène dans le dos, tu vois le petit. Là encore, Julien doit tout reprendre à zéro. Et bien là tu viens au plus près, tu verrouilles vers toi ici et tu viens passer derrière tranquillement. Ok. Tu vois l'idée? Ah ouais. Les policiers du GIPN s'entraînent près de 9 heures par jour pour être le plus affûté possible. Dans leur rang, un champion du monde de judo. Police. Julien, lui, essaie d'apprendre le plus vite possible.
En fait, là, il faut pas que je l'écrase tout de suite. Alors, dès que je le prends, à la limite, il faut que je le tire, quoi. Julien a 6 mois pour faire ses preuves. S'il n'est pas à la hauteur, à tout moment, Nicolas, le chef du GIPN, peut l'écarter du groupe. Alors pour la nouvelle recrue, chaque test est décisif. Ok, je te l'emmène. Nous sommes dans une usine désaffectée, à quelques kilomètres de Marseille. Aujourd'hui, Nicolas veut tester Julien, en situation extrême. Vous êtes obligé d'avoir des gens qui ont des capacités physiques un petit peu hors normes, une stabilité psychologique et une force morale et mentale qui permet de faire ce boulot-là, quoi. Voilà, c'est tout. Même pendant l'entraînement, tous les membres du GIPN restent en alerte. Julien, lui, n'est pas encore prêt à partir sur le terrain, mais pour la première fois, il endosse son équipement d'intervention. Ça va être un bon, ce juju, ça va être un bon. Oh, arrête. Je suis pas encore. Tous ces gestes seront scrutés par un instructeur, à l'affût de la moindre erreur. Juju a bientôt fini sa formation au groupe, donc il va intégrer les colonnes. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il a appris. On va être 2 observateurs à te regarder. Une simulation de prise d'otage attend la nouvelle recrue. Le scénario est simple. 3 ravisseurs sont retranchés avec leur otage dans cet immeuble. Julien a été désigné pour entrer en premier dans le bâtiment. Une position risquée mais déterminante pour la réussite de l'opération. C'est lui qui ouvre la voie aux autres hommes du GIPN. Monsieur, c'est le GIPN! Ces exercices permettent aux policiers de tester les dernières technologies disponibles, comme cette petite caméra robotisée. RAS, on est méfiant, il y a une baignoire avec une planche dessus. Et l'instinct de Julien ne l'a pas trompé. Un homme surgit de la pièce en tirant sur les policiers. Julien riposte et neutralise le premier ravisseur. La colonne d'assaut peut avancer. Pour le moment, Julien n'a pas commis d'erreur. Bouge pas. Lâche ton arme. Lâche ton arme. Quelques mètres plus loin, Julien tombe nez à nez avec le ravisseur et son otage. Recule. Lâche ton arme, recule. Allez. Un collègue interpelle la cible pendant que Julien est censé secourir la victime. Mais il se focalise sur le ravisseur. La nouvelle recrue ne s'aperçoit pas immédiatement de son erreur. Apparemment. L'instructeur, lui, ne laisse rien passer. Julien est immédiatement rappelé à l'ordre. Ok. Donc la priorité, l'otage. Toujours l'otage. C'est vrai que je l'ai pas pris en charge. C'est ta priorité, la priorité. D'accord. Si c'est toi qui interpelle, c'est le deuxième binôme qui va arracher l'otage. Là, qui a arraché l'otage de la colonne? Je sais pas. Pas normal. Si tu veux le protéger avec ton bouclier, tu prends ton otage et tu dégages avec lui. C'était une bonne séance. Maintenant, il faut continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à peaufiner. Je ne connais pas encore toutes les stratégies à mettre en place avec toute la colonne et les binômes pour pouvoir progresser de façon bien articulée et pour arriver au bon résultat, quoi. Julien a compris le message. Il doit encore progresser avant d'être autorisé à partir en mission. 5 h du matin le lendemain, Marseille dort encore. Le GIPN est déjà sur le pied de guerre. Aujourd'hui, ils vont devoir assurer le transfert d'un des prisonniers les plus dangereux de France. Cyril dirige les opérations. Pour une mission de ce type, au cas où on est pris en embuscade, sous le feu, on utilise des armes lourdes pour qu'on ait de quoi riposter et pour se sortir d'une situation un peu sensible. Voilà. Si jamais on est agressé et qu'ils essaient de s'emparer de notre prisonnier. C'est bon pour toi ? Cyril et ses collègues sont particulièrement concentrés. L'homme qu'ils vont devoir transporter est une des figures du grand banditisme corse. Ange Toussaint Federici, un braqueur multirécidiviste. En 2006, il a défrayé la chronique. Il aurait abattu 3 hommes dans un bar. Ce fait divers, la tuerie des marronniers, a fait la une des journaux pendant plusieurs jours.
En première instance, l'accusé a écopé de 28 ans de prison. Aujourd'hui se tient son procès en appel. Actuellement à la prison de Toulon, le GIPN doit le transporter jusqu'au palais de justice de Draguignan, à 90 km de là. C'est bon pour vous là ? 7 h du matin, à la maison d'arrêt de Toulon. Des complices d'Ange Toussaint Federici pourraient profiter du transfert pour tenter de le faire évader. Alors les policiers du GIPN prennent le maximum de précautions. Une fouille de sécurité sur le parking. J'essaye en priorité de regarder des véhicules déjà de gros cylindrées utilisés pour essayer de faire évader les individus qu'on extrait. Donc BMW, Audi, Mercedes ou gros 4x4. Sur le parking, rien à signaler. Au même moment, le second véhicule du GIPN se place dans le sas blindé de la maison d'arrêt et récupère le prisonnier. Là, la fouille est finie. Il est dans notre véhicule et on va pas tarder à sortir. Avec un détenu aussi sensible, le GIPN de Marseille ne néglige aucun détail. On lui met le masque sur les yeux pour un effet dissuasif dans un premier temps. Et puis on veut qu'il perde un peu ses repères quand il est avec nous dans la voiture. C'est une façon de le déstabiliser. 8 h, les portes de la prison s'ouvrent sur un des convois les plus risqués de l'année. Le prisonnier est maintenant sous la garde de Cyril et des autres hommes du GIPN. Le convoi s'élance en direction du palais de justice, à 90 km. Attention, ça freine. Les policiers sont prêts à ouvrir le feu à la moindre alerte. L'attaque d'éventuels complices ou des agresseurs qui voudraient éliminer Ange Toussaint Federici. C'est quelqu'un qui fait partie du grand banditisme corse et marseillais et il est accusé d'un triple meurtre. Donc c'est pas un enfant de cœur et on lui laissera aucune chance, quoi. Donc, et lui non plus d'ailleurs. S'il peut saisir une faille, il la saisira. On le voit régulièrement dans la presse pendant les convois, des détenus qui s'évadent. On fait tout pour que ça n'arrive pas. Voilà. Les policiers du GIPN scrutent chaque centimètre d'asphalte. Dans ce type de mission, tous les véhicules sont suspects. Le principe d'un convoi de sécurité, c'est pas une question de vitesse. Le but, c'est de ne pas s'arrêter, de ne pas stopper le convoi. De la part des chauffeurs, c'est vraiment une grosse concentration parce que ça freine, ça accélère. En ville, c'est un peu plus compliqué. Il y a le flot de circulation qui nous oblige à ralentir. C'est en ville qu'on prend le plus de risques. Il faut à tout prix éviter que le convoi s'arrête. Immobile, il deviendrait une cible beaucoup plus facile à attaquer. On arrive. Malgré la circulation dans le centre-ville, le convoi du GIPN arrive sans encombre au palais de justice de Draguignan. Le véhicule transportant le prisonnier pénètre dans le sas sécurisé pendant que le second bloque l'accès. C'est bon les gars, la porte est fermée. C'est sécurisé à l'extérieur, c'est sécurisé à l'intérieur. Le procès peut commencer. Mais leur mission est loin d'être terminée. Ils vont devoir sécuriser le tribunal tout au long du procès. D'abord, les policiers du GIPN se montrent aux 4 coins du tribunal pour dissuader d'éventuels complices. Cyril, lui, inspecte les moindres recoins de la salle d'audience. Je vérifie en dessous s'il n'y a pas d'armes déplacées, de couteaux, d'objets susceptibles de pouvoir servir d'agression. Les policiers ne laissent rien au hasard. Les affaires personnelles et même la trousse des magistrats sont contrôlées. Pour l'accusé, l'enjeu est de taille. Il espère une peine plus clémente qu'en première instance, mais l'audience s'annonce compliquée pour lui. Un témoin du triple meurtre va se présenter aujourd'hui à la barre. Il aurait formellement identifié le suspect. L'avocat d'Ange Toussaint Federici prépare sa plaidoirie. C'est le match qui commence et c'est à nous d'être convaincants, c'est à nous de relancer, pour reprendre une expression rubistique, du plus loin possible pour essayer bien évidemment de renverser les accusations qui ont été portées. Quelques instants plus tard, le procès commence. Sous l'œil vigilant des policiers du GIPN, le témoin monte à la barre et affirme avoir reconnu Ange Toussaint Federici.
Le procureur requiert alors la prison à perpétuité pour le triple meurtre. Oui, mais dans un truc comme ça, plus ou moins vite, ils sont malades, là, Là, le détenu aujourd'hui, il est un peu tendu parce que l'avocat général a requis la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Et il a 52 ans. Si les jurés le condamnent, voilà, il ne sortira pas avant 74 ans. Le bandit corse risque d'être condamné à nouveau. Le GIPN sait que l'homme n'a plus rien à perdre. La situation est de plus en plus tendue. D'autant plus que les policiers viennent de recevoir des informations très inquiétantes. Il y a une autre équipe de chez nous, GIPN de Nice, qui arrive en renfort. Pourquoi? Il y a des risques. Ouais, il y a des risques. Les services de renseignement ont surpris des écoutes téléphoniques confirmant les risques d'attaque lors du transfert. Des hommes qui auraient l'intention de faire évader l'accusé lors de son retour vers la prison de Toulon. Quand on a une suspicion ou qu'on sent que la situation peut tourner à notre désavantage, on appelle des renforts. À l'extérieur du palais de justice, 6 policiers supplémentaires et lourdement armés prennent position. Tous les accès sont bloqués. Là, on va quand même rester très concentré. C'est une grosse escorte. On va prendre toutes les précautions nécessaires. Voilà. On est prêt. À l'intérieur, Cyril prépare le transfert du prisonnier corse. Dans ce genre de situation, les policiers déploient tout l'arsenal de défense à leur disposition. On équipe le véhicule d'un bouclier souple, en fait pour nous protéger en cas d'agression armée. On essaie de placer les véhicules de façon à sortir vraiment vite et à laisser aucun détail de côté, quoi. S'ils veulent le faire évader, ça peut être maintenant la sortie. Désormais, ce sont 4 véhicules et 12 policiers qui composent ce convoi ultra sensible. Un gros 4x4 à droite, ouais. Voitures, 2 roues, piétons. Pendant 90 km, tous sont considérés comme une menace. À l'avant, 3 motards ont été appelés en renfort pour dégager la voie. Le danger il peut venir de partout. Dans les ronds-points, on a 1, 2, 3 sorties, 1, 2, 3 entrées et il y a une multiplicité de dangers qui peuvent se présenter. On a un véhicule arrêté après. Cyril reste attentif aux détails, même les plus insignifiants. C'est une petite voiture. Le véhicule arrêté, on le signale parce qu'elle peut annoncer à des gens en amont, à des complices par exemple, que le convoi. Donc on est assez vigilant et on a... Le convoi change en permanence de position pour éviter d'être la cible d'un tireur embusqué. Après 15 minutes de trajet, à l'arrière, un policier repère un véhicule au comportement suspect. Et j'ai une voiture qui remonte là. Il fait des appels de phare. Il y a combien de personnes? Ouais, 2 personnes dans le Range Rover. 2. L'automobiliste inconscient veut peut-être juste s'amuser avec les policiers. Un jeu dangereux, les hommes du GIPN prennent la menace au sérieux et le tiennent en joue. Combien Fred est en kilomètre/heure là? 170. Ok, il nous suit à distance. C'est bon, c'est à l'air de décrocher. J'essaie d'anticiper et de remarquer les voitures de grosse cylindrée qui remonteraient le convoi et donc qui seraient un danger pour nous. Donc c'est moi qui vais l'annoncer et traiter le danger s'il faut. Les policiers du GIPN ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la maison d'arrêt, mais hors de question de baisser la garde. Dans le convoi, chaque véhicule a un rôle bien précis. Nous, notre rôle, ça va être de percuter le véhicule qui gêne pour permettre la fuite du véhicule où il y a le véhicule, quoi. En quelque sorte, nous, on se sacrifie pour le véhicule. Vous vous sacrifiez pour un bandit alors? Non, on se sacrifie pour la mission qu'on nous a confiée. Après 40 minutes de route, la mission touche à sa fin pour le GIPN. Ange Toussaint Federici, un des prisonniers les plus surveillés de France, regagne sa cellule. La peine prononcée en appel sera plus sévère que celle en première instance. 30 ans de réclusion criminelle. Le lendemain, direction l'île de Gaby, au large de Marseille pour les hommes du GIPN. Au programme,
détente et farniente pour tout le monde. Mais la récréation est de courte durée. Une série d'épreuves improvisées attend les policiers d'élite. Démontage, remontage Beretta avec les yeux bandés. La difficulté là dans ce merdier, le trou du ressort, c'est la position du canon. Je peux pas enlever la petite barre. Voilà, allez. Sous un soleil de plomb et par équipe de 3, les policiers s'affrontent dans de nombreuses disciplines. Natation, corde ou travail d'équilibre. Et même escalade, la petite virée entre collègues prend des allures d'entraînement commando. Pour Nicolas, le chef du GIPN, ces moments hors de la base sont indispensables pour la solidité du groupe. C'est primordial pour la cohésion, c'est primordial pour l'entente. Et puis c'est des moments de détente et des moments où on se met un peu en difficulté aussi, parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de faire. Ok. C'est bon? Allez, c'est parti. Tu rejoins le trinôme. Vous prenez en dotation chacun une arme. Allez, dépêchez-vous les gars, putain, le trinôme. C'est grâce à cette cohésion sans faille que le GIPN de Marseille parvient à remplir des missions très périlleuses. Ok, c'est bon les gars, ok, c'est bon. On est assez peu, puisqu'on est un petit peu plus une grosse vingtaine. Donc forcément, il faut que le courant passe, il faut qu'on ait des moments privilégiés qui ne soient pas forcément rattachés à notre activité professionnelle. Et c'est ce qui permet d'avoir cette solidarité, cette cohésion et cette amitié. C'est un fonctionnement qui est de l'ordre plus de la famille que de l'unité de police. En un an, les hommes du GIPN de Marseille sont intervenus 37 fois, toujours dans des situations d'extrême urgence. Grâce à leurs opérations, plusieurs dizaines de meurtriers, terroristes ou forcenés ont été incarcérés. Nous restons à Marseille avec les hommes du GIPN et nous allons suivre cette fois un entraînement tout à fait particulier en pleine mer, au large de Marseille, sur l'île du Frioul. Alors le scénario, c'est un bateau qui a été pris d'assaut par un groupe terroriste. Ils retiennent des otages et les hommes du GIPN vont intervenir pour les libérer. C'est bien ça, mon commandant? Exactement, on va s'entraîner à faire de l'abordage avec donc les semi-rigides. Et ensuite, on fera une dépose avec l'hélicoptère de la gendarmerie. Alors c'est quoi l'objectif numéro 1 de ce genre d'opération? Libérer les otages, un minimum de blessés, récupérer les membres du commando, mais sur quoi vous incitez auprès de vos hommes? Il faut être forcément le plus entraîné, être dans la rapidité et ne pas avoir, je dirais, de soucis techniques et tactiques à se poser à l'instant T. Parce que l'ennemi, c'est évidemment l'inconnu qui peut surgir, l'imprévu qui fait que ça peut bousculer vos plans. Or, il faut réagir en un quart de seconde. Absolument. Bon, et s'adapter. Je vais vous sortir l'expression consacrée, entraînement difficile, guerre facile. Voilà. Pour cet entraînement difficile, Nicolas, le chef du GIPN, a réquisitionné une navette touristique. C'est le bateau alors en question, hein, c'est ça? Absolument. D'accord. L'écume transporte d'habitude des passagers et des véhicules de Marseille jusqu'aux îles du Frioul. Aujourd'hui, il devient le théâtre des opérations des hommes du GIPN. On aborde à tribord ici et à bâbord pour toi. Hein. Les policiers, sur leur semi-rigide, vont répéter plusieurs fois les manœuvres d'abordage. Objectif, être au point techniquement avant l'exercice final et l'arrivée de l'hélicoptère. Ils doivent s'amarrer à la navette, puis prendre d'assaut le navire. Et l'opération va se révéler plus délicate que prévu. Ça glisse à mort là. Ouais, mais je t'ai dit, tu t'accroches d'abord et tu tires au bras. Hein. Ça fait 4-5 fois qu'ils répètent l'opération. Il faut déterminer la vitesse à laquelle le bateau va arriver, l'angle par lequel ils vont aborder ce bateau. Et puis ensuite, sur quoi vont-ils s'appuyer pour se hisser à bord? Parce que c'est pas vraiment évident. C'est glissant. Au fil des répétitions, les hommes du GIPN vont prendre de l'assurance.
L'exercice, lui, va se corser. En mer, les semi-rigides accélèrent. L'assaut doit maintenant s'opérer à pleine vitesse. Ils ont eu du mal, mais le bateau est arrivé avec trop d'angles, non? D'angles, ouais. Donc il a rebondi sur le... Le problème, c'est que les traves du bateau, il y a une vague qui est un peu merdique, qui fait qu'ils ont du mal à stabiliser l'embarquement. Stéphane supervise les opérations. Bon, la prochaine, c'est la bonne, alors, avec l'hélicoptère. Ouais. Il est aussi chargé d'évaluer le travail et la progression de ses hommes. Pour moi, je suis venu trop vite, je suis arrivé trop vite. C'est pas grave, les gars. Mais les gars, ce qu'on fait, c'est pas facile. C'est pas facile, les gars. Non, mais ça marche, hein. Et la preuve, ma foi. À tous répétition, ce coup-là, je prends contact avec l'hélico et on fait un dernier passage où là, il y aura largage des gars sur le pont. C'est aussi pour tous? À tous, c'est un top intervention. Je répète, top intervention. Pour cette dernière intervention, la plus difficile, le GIPN de Marseille doit tout coordonner. Les hommes doivent s'arrimer à la navette et aussitôt grimper à bord. En même temps, l'hélicoptère doit lui larguer sur le pont 2 autres membres du GIPN. Bon, ça s'est bien passé? On va dire que c'est pas mal passé, ouais. Ouais, ça a duré quoi? Moins d'une minute, hein? Moins de minute de travail, ouais. Moins de minute, les gars étaient réactifs. Je disais, on a la problématique, c'est le retour de l'appareil qui soulève énormément de vent et concernant les pilotes, ça devient, l'abordage reste plus délicat en fait. Ouais. Mais là, ils ont bien travaillé. Alors, ça s'est bien passé? Ouais. Vous êtes mouillé? Non, ça va. Ah oui, parce que ça provoquait... Ouais. Pas de l'hélico. Ouais. Le ventilo, il souffle. Ça mettait l'eau en suspension, non? Ah ouais. Alors, mon commandant, content? Satisfait? Ouais, ça va. Je sais qu'il y a toujours son lot de... lot de petites surprises, mais bon, forcément, il faut travailler, quoi. Mais ça va, c'est satisfaisant en tout cas. Là, c'était le scénario, c'était prise d'otage à bord d'un bateau par un groupe terroriste. Ça fait partie des menaces à Marseille? C'est une des menaces éventuelles. Notre boulot, c'est de se préparer à toutes les éventualités. L'année dernière, donc en 2013, on a eu à intervenir sur une situation de prise d'otage avec un individu qui s'est introduit dans un cabinet médical, qui a froidement assassiné un médecin. Donc on a eu à intervenir assez rapidement et bon, à faire le nécessaire. Malheureusement, on a dû ouvrir le feu et neutraliser la personne. Il a été tué? Il a été tué. Et il y avait 4 otages à l'intérieur. Voilà, c'est le genre de situation qu'on est amené à connaître. J'imagine que vous suivez l'actualité, un scénario comme celui de Nairobi, par exemple. Les terroristes font dans l'innovation. Et ce qu'on a vu au Kenya, ils y attendent, ils font en sorte que ça dure le plus longtemps possible, de manière à ce qu'on en parle le plus possible. C'est quelque chose qui sera, je l'espère pas, mais qui pourrait être très très difficile à gérer, c'est clair. Donc forcément, on y réfléchit. Voilà. Donc ça, c'est aussi le boulot. C'est le boulot des gens de la FIPN que de réfléchir à ce genre de soucis, quoi. Force d'intervention de la police nationale, voilà, qui regroupe le RAID et le GIPN. Et le GIPN, c'est ça. Très bien. Merci en tout cas. De rien. Merci. De rien. Cette force d'intervention de la police nationale a été créée pour gérer les crises d'ampleur. Elle regroupe donc 2 corps de policiers d'élite, le RAID, à vocation nationale, et les GIPN, basés en région. Tous ces hommes sont prêts à répondre à toutes les éventualités. Ils multiplient pour cela les entraînements. Direction le chantier naval de la Ciotat et ses grues de levage de 90 mètres de haut. Le groupe de Marseille va désormais s'attaquer à des hauteurs vertigineuses. On va partir dans un premier temps à faire une descente, en descente à rappel classique. Ensuite une bascule tête en bas, on fait un 180 degrés, rappel avec 200 corps. Et on finira l'exercice par une descente classique en rappel. Donc techniquement, il n'y a rien de transcendant. C'est juste l'habitude de travailler sur les grosses structures aériennes pour qu'on ait toujours, en cas de problème, de nuit ou de jour, il n'y ait plus ce petit stress. Parce qu'il y a forcément un stress. Le gars qui me dit qu'il n'y a pas de stress, je ne peux pas le croire.
Romain et Anthony vont gérer ce stress en se mesurant au vide. Tonio, tu prends la raider, je prends la rouge. Allez, on lance. Bon, c'est bon, non? Tu peux m'enlever la vache? Enlève-moi la vache. Ok. Un par un, les gars. Départ. C'est parti, mon kiki. Doucement, les gars, cool avec les gants. Attends, je peux pas. Ah, je suis bloqué. Ah, c'est bon. Tête en bas, les deux hommes s'immobilisent tout d'un coup sur la corde en la serrant entre leurs dents. Ils libèrent ainsi leurs mains, ce qui leur permet, lors d'une intervention, de placer par exemple un explosif ou une caméra sur un rebord de fenêtre. La technique est parfaitement rodée, l'appréhension toujours présente, malgré les multiples entraînements. C'est excitant et stressant. C'est pas normal de se mettre dans le vide à 90 mètres de haut, mais c'est excitant parce que nous, ça nous plaît. C'est à la fois, c'est des exercices physiques, gestion de stress énorme, technicité, parce que si on fait un mauvais point d'ancrage, autant on sera même plus là pour en parler. Et puis c'est énorme, puisqu'on prend des sensations que dans n'importe quel boulot, on peut pas retrouver. Un métier exigeant. Tout au long de leur carrière, les hommes du GIPN continueront à s'entraîner, à être évalués en permanence pour vérifier qu'ils ont toujours le niveau requis. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous sur m6info.fr et puis ne manquez pas le prochain numéro d'Enquête exclusive la semaine prochaine. Dimanche prochain, enquête sur la guerre des poids lourds. Les routiers français subissent de plein fouet la concurrence des chauffeurs des pays de l'Est. On est plus compétitif. Un transport, un Paris-Marseille à 1500 €, aujourd'hui vous l'achetez à 600 €. Avec un Bulgare, un Slovaque, un Polonais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà comment on va devenir plus tard. Une concurrence souvent dangereuse. Ces chauffeurs étrangers sont poussés à conduire toujours plus longtemps sans se soucier du code de la route. Bon, touche à rien. Alors là, on a un beau flagrant délit. Là, ce monsieur, c'est pas ce monsieur là-dessus. C'est un autre chauffeur. Pour des salaires de misère, ils sont obligés de manger, dormir et vivre dans leur camion, sur des parkings sauvages, sans aucune hygiène. Tu peux parler de moi, je suis bourré. Depuis quand vous vivez sur ce parking? Ici, ça fait 2 jours. Des nouveaux esclaves du bitume, avec un risque accru d'accident. Poids lourd, la dangereuse guerre des routiers, c'est dimanche prochain à 22h50 dans Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Céline Missoff, rédaction en chef d'Enquête exclusive Jean-Marie Tricot et Maud Brunel, réalisation plateau Jean-Pierre Aquatella, Stéphane Guffroy et Philippe Casanova, production Fanny Rosello. Bonne soirée sur M6.